Nutrinor a 75 ans, une histoire hors norme et une mission: unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Racines et récoltes est un balado qui vise à faire connaître un peu mieux Nutrinor à travers son histoire, ses 1034 membres et ses 1000 employés. En toute authenticité, historiens, administrateurs, employés et agriculteurs membres de la coopérative vous dévoilent ce qu'on a semé au cours des 75 dernières années, ce qu'on récolte aujourd'hui et ce qui poussera demain. Bienvenue à Racines et récoltes. Mon nom est Michel Blackburn, je suis conseiller en communication numérique chez Nutrinor et j'aurai le bonheur de recevoir une panoplie d'invités qui ont laissé leur trace à la coopérative. Bonne écoute! Bienvenue dans ce 11e épisode de Racines et récoltes. Aujourd'hui, nous parlerons de nos racines agricoles en compagnie du président du conseil d'administration de Nutrinor, M. Dominique Perron. Propriétaire de la ferme RM Perron de l'Abbé, M. Perron est administrateur de la coopérative depuis 2012 et président depuis 2019. En plus de s'occuper de sa ferme, il est impliqué dans différents comités qui lui tiennent à cœur. Bienvenue, Dominique. Merci beaucoup pour l'invitation, Michel. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Aujourd'hui, en fait, Dominique, j'aimerais commencer avec la relation qu'on a avec nos membres. Parce que Nutrinor, c'est avant tout une coopérative de producteurs qui sont membres. Et avec Monsieur Lavoie, dans les différents épisodes qu'on a eus, il nous a parlé aussi du lien de confiance qu'il y a entre Nutrinor et ses membres. Peux-tu m'expliquer, en fait, la relation si particulière qu'il y a? Ah oui, c'est tellement une belle relation qu'on a avec les membres. Puis cette relation-là est fondamentale pour entretenir la pérennité de l'entreprise. En fait, on le voit tout de suite dans la mission, unir nos forces à celles de la Terre. C'est comme ça que la mission de Nutrinor commence, avec ces mots-là. Elle dit tout. Unir les forces de Nutrinor avec celles de la Terre, celles des producteurs membres. Ouais. Alors, la relation qu'on a avec eux fait qu'on donne un sens à cette belle coopérative-là. Le meilleur moyen pour entretenir la relation avec ses membres, c'est fort simple, c'est la discussion, la communication, puis s'entretenir avec eux. Ça prend un dialogue. Un dialogue, c'est pas un monologue. Ouais. Un dialogue, c'est on communique nos orientations, on partage les orientations corporatives, puis on écoute aussi les membres. C'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs réflexions, c'est quoi leurs suggestions aussi. Puis c'est comme ça qu'on réussit à bâtir Nutrinor pour le besoin de demain. Toujours. Donc, ça veut dire que malgré le fait qu'on a, oui, à toutes les années, une assemblée générale annuelle, il y a à quelques occasions dans l'année des rencontres avec les membres. Tout à fait. Dans le cadre de la tournée des membres qu'on appelle, quelque part fin novembre, début décembre, on fait une tournée où ce qu'on va d'est en ouest du lac Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va aussi à l'Anse-Saint-Jean. Fait que donc, on fait 4 arrêts où ce qu'on rencontre les membres dans le cadre d'un déjeuner qui est hyper convivial. Ouais. Puis c'est là qu'on présente tous les sujets puis tout ce qui s'en vient pour les prochaines années aussi. Fait que c'est des super de beaux moments d'échange. Moi, je trippe tout le temps à faire ça parce que tu sais, les membres, c'est une gang, c'est une belle gang. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que c'est important aussi. Il y a toujours, des fois, les gens s'en doutent pas, pour les gens qui nous écoutent, une validation des idées ou des futurs investissements à l'intérieur de la coopérative lorsqu'on a des réunions avec les membres. Donc, il y a toujours le pouls des membres pour entériner les décisions. Oui, on n'entérine pas toutes les décisions sur un plancher de tournée des membres puis de l'Assemblée générale annuelle. On est là pour discuter des grandes orientations. Okay. Après ça, une fois que les grandes orientations sont prises ensemble, c'est là que le conseil d'administration fait son travail de s'assurer qu'on est en ligne avec le plan. On travaille tout le temps un plan stratégique qu'on commande auprès de notre chef de la direction, que les équipes nous déposent au conseil d'administration, puis que là, on entérine, puis ultimement, qu'on présente aux membres pour fin je dirais, de validation finale pour s'assurer qu'il y ait une appropriation de ce qui s'en vient dans le futur pour les investissements, les stratégies de positionnement pour le futur. OK. Continuons, en fait, là, de parler de nos membres. J'aimerais te poser la question, Dominique. Là, tu permets que je te tutoie? Oui, certainement, Michel. Parfait. Donc, je voulais te poser la question.
qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé dans le métier de producteur agricole depuis, en fait, les premiers balbutiements de Nutrinor? On est aujourd'hui en 2024. Qu'est-ce qui a changé dans ce métier-là? Bien, c'est sûr que la première portion, je n'étais pas là, hein, Ouais. sur 75 ans. Mais il reste néanmoins qu'on peut facilement affirmer qu'on a passé d'une agriculture extensive de subsistance à une agriculture beaucoup plus intensive. Veux pas, les équipements se sont améliorés. Ouais. Il y a quand même aussi la pression économique au fil du temps qui a fait qu'on a une prérogative de rendement, une prérogative de rentabilité économique. Alors, c'est ce qui fait que j'ai eu l'occasion aussi de lire notre livre du 75e anniversaire, puis c'est un super de beau livre. Danny Côté a fait un super de beau travail. Ça me permet de nous retremper sur comment était faite l'agriculture dans le temps, puis aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut prendre la juste mesure de l'évolution. Ouais. Comment est-ce que ça a pu évoluer? Moi, je me souviens, si je regarde, ça fait 25, quasiment 30 ans que je suis actif, ça affirme chez nous. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, quand je suis sorti du cégep, on trayait à peu près 25 vaches. Aujourd'hui, on en traite 120. Les terres, on cultivait à peu près 200, 250 acres, on est rendu à 1300. Fait que, tu sais, il y a eu une évolution, puis c'est ce qui nous permet d'être capable d'avoir une évolution dans le temps, c'est la qualité des équipements. Ouais. On a une qualité d'équipement qui n'existait pas dans le temps. Puis, bien sûr, oui, on a la prérogative économique, dans le sens où le prix des terres ont cru, le prix des bâtiments ont cru, le coût de la vie a cru également. Fait que c'est ce qui fait qu'on s'organise pour être de plus en plus rentable économiquement. Parce qu'aussi, si tu permets, on parle de rentabilité. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte nécessairement parce qu'on a toujours l'image de l'agriculteur, par exemple, sur son tracteur, etc. Mais vous gérez une entreprise. Vous êtes aussi des entrepreneurs et surtout des entrepreneurs. Tout à fait, tout à fait. Oui, puis tu sais, la valeur moyenne des entreprises, cette valeur, j'aurais dû le chercher avant le balado parce que je trouve le sujet intéressant. Mais c'est ça, tu sais, on a passé... on est rendu avec des entreprises qui peuvent valoir là, facilement 7 à 8 millions d'actifs, OK, en moyenne. Là, d'après moi, je ne dois pas me tromper bien. Fait que 7 à 8 millions d'actifs avec un taux d'endettement moyen que, d'après moi, là, à vol d'oiseau, là, je suis capable d'affirmer là, que ça doit être un 2-3 millions de dettes. Fait que il faut s'organiser pour être aux opérations efficaces. On n'a pas le choix, on est condamné à ça. Mais malgré tout, on est capable de faire de la belle business, on est capable de faire de la belle agriculture pareil. Ça, il n'y a pas de souci là-dedans. Mais tu sais, l'évolution de l'agriculture, mais je pourrais faire le parallèle de l'évolution de l'accompagnement de Nutrinor afin de s'assurer de répondre à cette prérogative-là d'évolution de l'agriculture. Nutrinor, puis on pourrait même faire la même parallèle sur tous les intervenants qui accompagnent les producteurs agricoles au Saguenay-Lac-Saint-Jean, se doit d'évoluer aussi. Dans le temps, justement, quand on trayait nos 25 vaches, puis on avait nos machines qui étaient des machines quand même assez, comment je pourrais dire, modestes. Aujourd'hui, on est rendu avec des robots, on est rendu avec des tracteurs qui se pilotent seuls, on est rendu avec l'intelligence artificielle est en train de prendre la place. La robotique, etc. Oui, la robotique est en train de prendre beaucoup de place sur nos entreprises. Ben, il faut que nos services suivent. Puis il faut que les conseillers suivent aussi au niveau des services puis de l'accompagnement qu'ils sont capables de faire. Mais tu sais, on est tellement bien accompagnés avec tous les gens qui nous entourent. Puis les producteurs n'ont jamais été aussi formés. OK. Oui, on bénéficie d'une école ici à Alma, le cégep. Il y a beaucoup d'agronomes. C'est rendu qu'on voit qu'avant, ceux qui faisaient des cours d'agronomie allaient dans des boîtes de services. Ils allaient dans des entreprises qui entouraient le monde agricole. Aujourd'hui, beaucoup d'agronomes retombent sur le ferme familial. Ah oui, OK. Fait que tu sais, ça apporte un savoir-faire collectif qui est super important. Fait que c'est pour ça que il y a une évolution, mais l'accompagnement des intervenants alentours est fondamental. Fait que c'est pour ça que Nutrinor aussi, je considère, a réussi à bien vieillir puis de demeurer pertinent auprès des producteurs agricoles. Puis
Parlons-en de pertinence. En fait, j'aimerais te poser la question qui n'est peut-être pas prévue, mais je me le permets. Selon toi, qu'est-ce qui fait que Nutrinor, que les producteurs agricoles qui font partie du membership de Nutrinor se distinguent des autres producteurs du Québec et même du Canada? Aïe, aïe, je l'aime cette question-là. Ben, tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on est entouré de bois, OK? Puis, je considère qu'aujourd'hui, c'est un avantage. Ça a déjà été jadis un inconvénient. Oui, le coût de transport est plus élevé que les entreprises qui sont plus proches des grands centres, hors de tout doute. Mais il reste néanmoins qu'on a un souci de collectivité puis on se tient. Hein? Ouais. Fait que le fait de se tenir fait que moi, je considère qu'on est capable de se démarquer pas mal plus. On fait comme partie d'une collectivité ensemble. Puis Nutrinor a toujours été capable d'être pertinent avec des idées innovateurs, du savoir-faire. Puis, tu sais, on le voit aujourd'hui avec ce qu'on fait. Là, je parle des deux côtés. Je suis producteur, mais aussi avec la présidence de Nutrinor. Fait que des fois, je parle corpo Nutrinor, des fois, je parle producteur. Mais tout ça pour dire que les membres je considère qu'ils sont très attachés envers Nutrinor parce que Nutrinor a un leadership puis est capable de faire la différence. Ouais. Un leadership là, assumé. Okay? Si on regarde juste les producteurs laitiers, okay? Les producteurs laitiers composent la colonne vertébrale de l'agriculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je dis la colonne vertébrale, mais on s'entend que pour composer un corps, ça prend plus qu'une colonne vertébrale. Mais il reste, tu sais, puis je veux surtout pas diminuer l'impact puis l'importance des autres productions agricoles parce qu'ils sont fondamentales. On est dans un tissu serré. Ouais. Mais il reste que la production laitière, c'est une composante importante, OK? Fait que là, Nutrinor, ce qu'on a fait avec notre usine de transformation laitière, on est allé apporter des attributs particuliers, inimitables, qui nous permettent de nous différencier. Fait que c'est ce qui fait que Nutrinor est capable de faire la différence pour les producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On prend les produits, on s'entend avec les membres en bâtissant ce qu'on appelle aujourd'hui le pacte agricole durable Nutrinor. Puis, on est capable de mettre des attributs sur nos produits laitiers. Puis cette différenciation-là, il n'y en a pas bien au Canada qui est capable de faire ça. Il y a les producteurs transformateurs qui sont capables de donner des attributs particuliers, mais au niveau industriel, à la grosseur de Nutrinor, il n'y en a aucun qui est capable de faire ça. Fait que ça fait toute la différence sur la qualité de l'accompagnement puis comment est-ce que Nutrinor peut faire une différence auprès des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout à fait. J'aimerais qu'on fasse peut-être une coupure là, et qu'on parle de tes fonctions de président du conseil d'administration. Premièrement, je voudrais que tu nous vulgarises la transition parce que tu as commencé administrateur, il y a eu une vice-présidence, une présidence. Comment s'est passée cette transition-là? Donc, je suppose que la réalité d'un administrateur est différente de la réalité d'un président. Oui, OK. En fait, j'ai commencé en 2012 comme administrateur. J'ai trouvé que ça a commencé un peu tôt dans ma carrière. Écoute, j'avais 36 ans. Parce que tu ne te trouvais pas prêt? Pour quelle raison? Oui, bien, pas prêt. Oui et non. Surtout que, tu sais, moi, je voyais que peut-être que ça pourrait être intéressant de rentrer sur le CA de Nutrinor à quelque part milieu quarantaine. Okay. Puis, tu sais, je vais me rendre là jusqu'à 60 ans. Parce que, tu sais, normalement, la moyenne des gens qui étaient sur le CA était pas mal plus vieux que ce qu'on a présentement. Ouais. Fait que là, tu sais, je me disais, je vais rentrer sur le CA peut-être des milieu quarantaine, puis après ça, tu sais, je vais avoir plus de temps, puis tu sais, je vais pouvoir m'impliquer après ça, puis me rendre jusqu'à peu près 60 ans, puis ça va être un beau profil de carrière. Finalement, une opportunité, mon chum quittait le poste d'administrateur, fait que moi, j'ai pris la balle au bon, puis je suis rentré sur le CA en 2012. L'année d'après, je suis rentré sur le comité exécutif. Puis l'autre année d'après, année 3, je suis rentré VP. Okay. Ça a été assez vite aussi. Ouais. La job qu'on a comme administrateur, c'est une job de gardien, je vais dire ça de même. OK? Gardien d'une part, OK? Parce que, tu sais, il y a comme deux rôles, OK? On est là pour s'assurer que les gestionnaires suivent le plan, qu'on suit le budget, qu'on suit les orientations, fait que ça, c'est une partie plus de reddition de compte. Puis on est là aussi de création de valeur. Okay? On est là pour donner des idées sur les stratégies, les stratégies de financement, les stratégies d'investissement, les stratégies de partenariat aussi. Fait que, on est là pour donner de la valeur. Quand tu tombes président,
là, tu tombes, tu deviens le gardien de la... Là, je dis encore gardien, là, mais tu t'assures de la cohésion du groupe du conseil d'administration, OK? D'une part, Ouais. OK? C'est super important qu'on ait... on a un devoir de vigilance, mais il ne faut pas tomber non plus dans la... être trop vigilant, c'est être... dans la surprotection. Là. Surprotection, exact, c'est en plein ça. Mais il ne faut pas être complaisant non plus. Fait que, tu sais, il faut bien jouer notre rôle. Tu sais, on appelle ça une gouvernance ambidex. Ouais. Alors, moi, il faut que je m'assure que tout le monde, tous les administrateurs puissent poser leurs questions, puissent avoir leur droit de parole, s'assurer qu'ils ne tombent pas dans la suspicion, s'assurer qu'ils ne tombent pas dans la complaisance. Des fois, il ne faut pas avoir peur de poser la question qui tue ou une question de réflexion qui va amener ailleurs. La question du champ gauche pour relancer les débats parce que des fois, on sent que tout n'a pas été dit. Oui, de générer des idées. Là. Générer des idées, exact. Au-delà de ça, mon rôle aussi est de relation entre le chef de la direction et le conseil d'administration. OK? Faut savoir qu'au conseil d'administration, on engage une personne, c'est le chef de la direction. On n'engage pas d'autres. Et aussi, oui, tu es président, mais tu continues d'être producteur laitier. Producteur laitier de la baie. On le sait, la réalité des producteurs, c'est des grosses journées. Comment tu réussis à combiner les deux, donc les responsabilités de président, les responsabilités de producteur laitier? Écoute, des fois, je fait des bonnes journées. Oui, je me le demande aussi. Mais tu sais, comment qu'on fait? C'est la passion, là. Puis la passion des deux organisations, autant de la ferme que de Nutrinor. Il ne faut pas avoir peur de se lever tôt, de se lever tôt. Mais tu sais, un ne passe pas sans l'autre, OK? Puis pour moi, c'est important de passer presque autant de temps sur ma ferme que sur Nutrinor. Ah, OK, oui. Pour assurer que j'ai toute ma légitimité d'être président du conseil d'administrateur de Nutrinor, je dois d'être un producteur que je considère encore à temps plein. Je vois, oui. Parce que le jour où je vais décrocher de la ferme chez nous, je serai plus légitime d'être président de Nutrinor. Les membres, ce sont tous des producteurs agricoles. Puis s'ils veulent s'identifier à moi, il faut que je sois comme eux. Des producteurs agricoles qui s'investissent sur leur ferme. Parce que si je deviens trop corporate, je vais dire ça de même, si je suis plus souvent au siège social de Nutrinor que dans mon étable chez nous, je peux me détacher des opérations, je peux me détacher des subtilités de l'agriculture. Et je crois aussi que tu as réussi à bien t'entourer à la ferme parce que à la base, la ferme RM Perron, c'est une ferme familiale. Oui, tout à fait. Donc, il y a encore des membres de la famille avec toi pour te supporter. Ça fait toute la différence. Ouais. On est une ferme de 6e génération. OK. J'étais avec mes deux frères. Puis mon neveu, qui a 22 ans, est avec l'entreprise aussi chez nous. On est en train de préparer le plan de relève. C'est long faire un plan de relève. Là. Je pensais jamais que c'était aussi long, mais c'est important de commencer à le planifier aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que oui, je t'accompagnais avec mes deux frères. Ça fait 25 ans à peu près qu'on travaille ensemble. Puis mon père aussi me donne un coup de main. Okay. Mon père travaille encore à la ferme. Parce que lui, il en a vécu des époques, des différentes époques de Nutrinor. Oui, il a été administrateur aussi. Le temps de CCS, dans le temps de Nutrinor aussi, il était administrateur. Fait que, tu sais, quand je le voyais partir le matin avec sa valise, finalement, je pense qu'indirectement, il a semé une graine. Ouais, c'est ça. Oui, il a semé une graine dans ma tête. C'est comme, finalement, c'est normal pour moi que de voir un producteur partir avec sa valise une fois de temps en temps, habillé en chemise. Puis peut-être que je fais ça aussi avec mes enfants, parce que quand mes enfants me voient partir, des fois, en chemise-cravate, non, chemise-cravate, je dis chemise-cravate pour la... Parce que là, il n'y en a pas aujourd'hui. Plus de cravate. Non, mais c'est ça, fait que fait que tout ça, c'est un équilibre. Hein? Ouais. Dominique, j'aurais le goût de te poser la question. En fait, on parle, des différentes générations. Tu as été inspiré par ton père, mais l'histoire de Nutrinor, en fait, le 75e de Nutrinor, c'est... qu'est-ce qu'on peut retenir, en fait, des 75 ans de Nutrinor? Les 75 ans de Nutrinor, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein? Il faut savoir qu'au début, c'est né d'un besoin auprès des producteurs agricoles où il y avait besoin d'être ensemble pour acheter des intrants, pour être ensemble pour être en mesure de mettre en marché des produits. Alors, au début, ça a été beaucoup ça. Puis, il y a eu des investissements, il y a eu beaucoup il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de fusions. Hein. On n'en a pas parlé, là, mais moi, je considère que c'est fondamental si on se souvient de 75 ans de Nutrinor, il faut se souvenir des
de toutes les fusions qu'il y a eu au fil du temps. Toutes ces coopératives-là ont occupé le territoire. Ouais. Fait que c'est super important aussi. Là, je fais une twist là, dans mon explication, là, mais tu sais, il ne faut jamais oublier que les 75 ans de Nutrinor, c'est aussi une prérogative d'occupation du territoire. Ouais. Hein, c'est super important. Les coopératives agricoles ont occupé le Saguenay-Lac-Saint-Jean d'est en ouest, incluant le Bas-Saguenay. Comme je disais, c'est né d'un besoin. Puis, il y a des investissements qui se sont faits. Au fil du temps, il y a eu des super de bels investissements, des super de belles progressions. Il y a eu des moments que ça a été beaucoup plus difficile. Ouais. Moi, je me souviens justement dans les années que quand j'ai terminé le cégep, où ce que Lactel a fermé son usine ici, à Chambord, où ce que, l'année auparavant, ils ont, la coop avait calé aussi, avait assuré une bonne perte à cause de l'usine de trituration de canola. C'est des années que coup sur coup, ça a été hyper difficile. Puis à terme de cette vague-là difficile, il y avait 17% d'équité. Nutrinor avait seulement 17% d'équité. Alors, ça a été très difficile cette période-là. Puis je m'en souviens comme si c'était hier, dans le sens où il faut s'en souvenir. C'est super important. Ça a ressorti, on s'est rendu compte que ça a ressorti beaucoup durant les épisodes précédents de la volonté des membres producteurs agricoles d'être maîtres de leur destin. En quoi tu crois que ça peut continuer d'être important pour Nutrinor dans l'avenir? D'être maître de son destin? Oui. Hey, c'est fondamental. Hey, ça, j'aime ça. En fait, là, dans toute l'évolution, on voit que dans le réseau, OK, là, je vais parler du réseau coopératif québécois. Tout à fait. Okay? Il y a eu, dans les dernières années, une vague de fusion incroyable. OK? Ce qui fait que il y a eu des enjeux au niveau de le sentiment d'appartenance envers le coop. Hein? À un moment donné, quand ça fusionne beaucoup, le sentiment d'appartenance est froissé un peu. Fait que, puis, je vais le dire de même, là, c'est qu'il y a eu aussi des intentions de centralisation énormes. OK? Puis ça, on s'est toujours braqué. Toutes les raisons sont bonnes pour centraliser, OK? Puis même nous, Nutrinor, on a des fois, je vais dire des fois, là, puis je l'assume, des fois, on a tendance à prendre parfois cette orientation-là. Mais je le dis avec un grain de sel. Je suppose, Dominique, aussi qu'on est rapidement ramené à la réalité par les membres, avec le lien privilégié que vous avez avec vos membres. Ah, et puis on n'a même pas besoin de se faire ramener à la réalité par les membres. Écoute, juste le conseil d'administration, et pour eux, c'est un acquis, hein, de éviter les centralisations. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis parti de la baie pour venir à Dolbeau, puis je trouvais ça hot. J'ai dit, tu sais, on vient faire un balado à Dolbeau, quand que ça aurait été facile de faire ça à Alma ou à Chicoutimi. Je suis convaincu qu'il y a des installations. Mais ça, c'est ça aussi l'occupation du territoire. Puis c'est ça la décentralisation. Fait que moi, là, je suis un grand protecteur de ces éléments-là. Génial. Pour finir, mais c'est quand même un sujet dans lequel il m'intéressait de parler avec toi, Dominique. Parler de l'avenir, de faire un saut dans le Nutrinor de demain. Premièrement, on n'a presque pas parlé de relève agricole. La relève agricole, maintenant, à l'intérieur du conseil d'administration, il y a un poste relève, si je ne me trompe pas, qui ne faisait pas partie dans le passé. Tout à fait. Ben ça vient de la fusion avec la coop des Deux-Rives. Okay. La coop des Deux-Rives avait ce poste-là. Quand on a fusionné ensemble, les deux coops, on a gardé cette idée-là. Alors, l'objectif, c'est d'initier des jeunes au conseil d'administration de Nutrinor. Parce que, tu sais, c'est un conseil d'administration, tu sais, ça décoiffe, là. Parce que, tu sais, c'est quand même tu sais, on compare parfois l'UPA et Nutrinor. Ce sont deux organisations différentes parce qu'un a des prérogatives plus politiques, puis nous autres, on ne fait pas de politique, on a des prérogatives économiques. Fait que, puis les chiffres sont quand même assez importants, les stratégies, c'est quand même différent de ce qu'on voit sur nos entreprises. Fait que ça fait bien que d'initier des gens à cette dynamique-là. Puis là, c'est des postes de 2 ans présentement. Puis ça permet d'avoir une certaine vélocité pour qu'on puisse avoir une certaine banque éventuellement d'administrateurs qui va arriver par la grande porte. C'est ça l'objectif. Continuons dans cette lancée-là. Là. On parle de relève agricole. Comment tu entrevois l'avenir, Dominique, au niveau de la relève agricole? Je suis très optimiste par rapport à la relève agricole. C'est pas sans défi, c'est pas sans enjeu, c'est clair. Okay? Tantôt, j'ai nommé le prix des terres, le prix des équipements. C'est un défi majeur. Il y a des cédants qui sont gourmands aussi, hein, qui préfèrent empocher
la pleine valeur des terres plutôt que de faire un certain sacrifice pour être capable de donner la chance aux producteurs. Ouais. Okay? Ça, c'est une affirmation que je suis capable de faire là, sans gêne. Mais pour la relève agricole, là, moi, je travaille justement avec mon neveu qui a 22 ans. Là, c'est d'énergie à plein. Je me revois aussi à sa place parce qu'on est des entrepreneurs. Hein? On a le désir de prendre en main notre destinée. Puis l'agriculture, quand c'est bien fait, on est en mesure d'avoir des entreprises pérennes dans le temps. Hein, parce que, tu sais, le consommateur, on mange tout le temps 3 fois par jour, des fois 4, des fois 5. Là. Fait que, puis, donc, tant et aussi longtemps qu'il va y avoir un consommateur, il va y avoir possibilité de produire. Ouais. Tu sais, puis je m'en fais pas sur les types de production non plus. Hein, tu sais, dans le sens où si le consommateur a besoin de manger des piments, on va y en produire des piments. S'il veut manger des œufs de poule en liberté, on va lui en produire. Écoutons le consommateur, adaptons-nous, puis produisons ce que le consommateur a de besoin. Puis c'est tout le temps ça que l'agriculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait. Puis si on continue à faire ça, je ne suis même pas inquiète pour l'agriculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout à fait. Tout à fait. Et à l'intérieur même, on parlait d'agriculture, mais à l'intérieur de ton mandat actuel, c'est là où est-ce qu'on a vu naître le PADN, le Pacte agricole durable Nutrinor. Tout à fait. En quoi, premièrement, en quoi ça a été important selon toi, pour Nutrinor, d'avoir j'ai seulement le mot anglais, ce statement-là, et en quoi ça change la vie de nos membres? Bien, en fait, là, ça fait depuis 2018 à peu près qu'on fait du développement durable. Même avant, excuse-moi, là, oui, même avant. Parce que quand je suis rentré sous le CA, déjà, le développement durable faisait partie de l'ADN de cette organisation-là. Et il était pas juste normal, mais il était évident qu'il fallait accompagner les producteurs là-dedans. Puis la solution n'est pas simple. C'est pour ça que l'outil, le PADN, est la façon d'accompagner les producteurs de façon la plus conviviale possible, puis tu sais, sans égard au type de production. OK? Maintenant, ce qu'on a été faire aussi avec ça, c'est qu'après ça, on est allé... ce qui est intéressant, oui, l'accompagnement d'une part, parce que, écoute, c'est quand même une 50aine de questions. Ça touche tous les aspects du développement durable, c'est-à-dire l'environnement, certes, l'économie et le sociétal, l'importance du producteur là-dedans. On touche la CSST, on touche plusieurs éléments. Puis à terme, on est capable de mettre des attributs sur nos produits, sur nos pains de lait. Ça, j'en ai parlé tantôt. Mais pour les producteurs agricoles qui font déjà des bons gestes, tu sais, chez nous, là, on fait déjà beaucoup d'initiatives. En le mettant là-dedans, ça fait juste confirmer, puis des fois, réfléchir aussi, parce que, tu sais, on ne prend pas le temps de s'adresser les enjeux au niveau humain. Tu sais, souvent, là, l'humain, on s'oublie beaucoup. On donne beaucoup de temps sur nos entreprises. Fait qu'il y a des questions là-dedans qui viennent... te sortir là, de ton des fois de tes paradigmes. Il y a même une question, je me rappelle, là, qui concerne est-ce que vous dormez bien? Tu sais, combien d'accompagnement, il n'y a personne qui nous pose cette question-là. Le PADN le fait. Puis à terme, ce qui est le fun, c'est qu'on a notre bilan carbone. Fait que tu sais, je pense qu'en termes d'accompagnement, c'est assez innovateur. En plus des suivis. Tout à fait, en plus des suivis. Donc, pour terminer, Dominique, j'aurais le goût de poser la question au président de Nutrinor. À ton avis, qu'est-ce qui fait en sorte que Nutrinor se démarque des autres coopératives? Aïe, aïe, on a le sang bouillant au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? Ça, je considère que ça fait certainement une différence. De un, ça, tu sais, de la manière qu'on est, on est des combattants, on se laisse pas faire. Fait que c'est ça qui fait qu'on se démarque. On est tellement fiers. On est chauvin, hein? On se le cachera pas. C'est vrai. Puis moi, le premier, je suis chauvin à côté. Mais avec raison, parce qu'on fait des belles choses. Puis on les réussit bien. On est fiers, oui. Mais ça vient avec... on a une certaine vigilance aussi, hein? Parce que les belles choses qu'on a chez Nutrinor, dont la pérennité économique, là, ça vient avec un devoir de vigilance. Il ne faut surtout pas se péter les bretelles qu'on fait de l'argent année après année. C'est juste le résultat de nos actions, ça. Effectivement. Les résultats économiques.
il faut être, c'est ça, il faut être chauvin, mais en même temps, il faut avoir... Faut être modeste. Faut être modeste. Ouais, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Écoute, merci encore une fois, Dominique, président du conseil d'administration de Nutrinor, d'avoir participé à cette balado. Merci beaucoup à toi, Michel. À la prochaine. À la prochaine. Maintenant, tournons-nous vers le futur. J'ai plaisir d'accueillir M. Alexandre Bernier de la ferme des Mésanges de Normandin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, Alexandre, j'aimerais ça que vous nous disiez tout simplement comment ça s'est passé chez vous, la transition. Moi, j'ai été choyé. Mes parents, c'est deux personnes de grand esprit. Qui font preuve de beaucoup d'ouverture. Fait que rapidement, après moi, j'ai étudié au Collège Alma de 2013 à 2016. OK. Donc, ça veut dire que la ferme existait déjà, ça appartenait à tes parents, de génération en génération? Le fondateur de l'entreprise, Ferme des Mésanges, chez mon grand-père en 1976. Mm-hmm. La ferme était déjà présente. Mon grand-père, à l'époque, il avait débuté sa carrière d'agriculteur à Saint-Thomas. OK. Ça a été un des premiers colons à Saint-Thomas dans ce secteur-là. Sauf que c'était beaucoup de pauvreté au niveau de ces terres-là. Fait, il y a eu une occasion d'affaires à cette époque-là. Mon grand-père était quelqu'un de reconnu dans le domaine quand même forestier agricole. Puis il s'est fait offrir cette terre-là par un monsieur. Fait qu'il a commencé là, puis ça n'a pas été long que l'entreprise a beaucoup développé. Il a acheté des vaches, il a acheté de la terre, il a acheté plusieurs voisins. Ça a été des bonnes années. Les années 76 à aller à 85, il a pratiquement doublé, si ce n'est pas triplé. En 91, c'est sûr qu'on a triplé, là, mais au départ, il y avait, je pense, une centaine d'acres de terre. Pour environ combien de bêtes? Je pense qu'il y avait 10 ou 15 vaches dans ses débuts. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que d'aller aux années 91, ça avait pratiquement triplé. Puis là, mon père est arrivé dans ces années-là. En 91, mon père s'est établi avec mon grand-père. À l'époque, mon père avait 21 ans en 1991. Puis ils ont drainé des terres, ils ont racheté un petit peu de la terre pas mal. Ils ont acheté une autre maison pour mes grands-parents. Mon père s'est marié en 96. Puis l'entreprise a toujours fait des investissements. Toutes les années ou 2 ans, on faisait des bons investissements qui dépassaient les 6 chiffres. L'entreprise vraiment en pleine croissance. On est encore dedans aujourd'hui. Moi, je suis arrivé. Dans le fond, je suis né en 96. Puis j'ai fini mes études en 2016. Ouais, je suis sorti de l'école en 2016 du Collège Alma. J'ai hésité à aller faire mon agronomie. J'aurais pu aller le faire. J'avais les notes pour le faire. Sauf que ma place était prête là, à ce moment-là. Mes parents avaient besoin de moi parce que, il y avait des employés qui étaient... Il y a un employé maître qui avait comme quitté. Ouais. Puis c'était bien correct, là. Il y avait sa petite entreprise à côté aussi. Oui, puis c'est ce que je m'en allais dire. Dans le fond, toi, ça a été naturel de t'en aller là-dedans. Oui. Là. C'était une passion que tu voulais continuer aussi d'être là-dedans. Oui. Moi, ça a toujours... Ma vie, je dirais pas que ma vie a toujours gravité autour de ça, mais je suis pas capable de m'en passer. Jeune, on a reconnu mes aptitudes de leadership. Moi, je me suis impliqué beaucoup dans les cadets. Fait que rapidement, je suis devenu président du syndicat de la relève agricole, le CRGA. C'est le syndicat de la relève agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, ça fait depuis 2016 que je suis président aussi de cet organisme-là. J'en suis extrêmement fier. Quand j'ai débuté, on était à peu près 38 membres. Ça, c'est vraiment... Je suis vraiment heureux de ça. On était 38 membres sous base volontaire. Aujourd'hui, on est 155 membres. OK, quand même. Fait que, avec ma gang, là, qui a beaucoup changé depuis le début, là, mais on a réussi à faire évoluer ça. C'est loin quand même du sujet, là, mais... Non, mais c'est parfait. C'est parfait parce que ça montre aussi ta passion que tu as là-dedans. Parce que pour toi, dans le fond, si j'avais à te dire la simple question, ben c'est quoi, selon toi, qui fait en sorte que c'est le plus beau métier du monde? C'est comment est-ce que je peux exploiter chacune des facettes de ma vie et de mes qualités. OK. Mon leadership, mon entrepreneuriat. Moi, je suis rendu avec 3 cours en entrepreneuriat de fait. J'ai fait le CEMR ici à Alma. Ouais. J'ai fait à Dolbeau. Mm-hmm. Vraiment, là, ça a été une belle découverte dans ma vie. J'ai fait 3 sessions, sur 3 ans, une semaine. Je sors de l'entreprise, puis je dors à Dolbeau. Je pourrais pas aller dormir chez nous, j'étais en Normandin. Mais non, ils veulent vraiment nous sortir de notre entreprise pour qu'on puisse s'impliquer à temps plein dans cette semaine-là de 40 heures. Puis ça doit faire une différence. Ça fait une différence. Ouais. Moi, je suis sorti de là, puis tu as des objectifs à atteindre, puis un coordonnateur qui te suit tout au long. Fait que écoute,
moi, je pense que quand tu sors de l'école, là, mettons, là, tout jeune aujourd'hui qui m'écoute, là, qui sort de l'école, là, passe 2-3 ans chez vous, voit comment ça se passe. Parce que ce qui se passe à l'école, puis ce qui se passe dans la vraie vie aujourd'hui, c'est encore plus difficile aujourd'hui que moi quand je suis sorti de l'école, là, parce que tout a changé depuis 2016. Là. Mais passe 2-3 ans chez vous, après ça, on va faire ce cours-là. Tu vas faire grouiller ton entreprise dans les bonnes choses. Gestion d'entreprise, dans la gestion générale d'entreprise, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion de risque, gestion de tout, mon gars. C'est incroyable. Puis on parlait des changements, mais dans le fond, qu'est-ce qui a changé dans les pratiques, dans les méthodes de travail par rapport, si on va exagérer en disant quand tu étais plus jeune, quand c'était les parents qui étaient propriétaires, aller jusqu'à aujourd'hui? Je te dirais que je ne sais même pas pourquoi commencer parce que tout a changé. Je veux dire, moi, je me rappelle mon père, moi, quand j'ai commencé cette entreprise en 2017, que j'étais propriétaire avec mes parents, les valeurs n'étaient pas les mêmes du tout. La gestion de risque est extrêmement différente. Les températures ne nous aident pas du tout. On n'a pas eu d'année clémente depuis 3-4 ans. Moi, en 2017, c'était pas compliqué. On se met le printemps, on avait l'hiver jusqu'au mois de mai, on faisait de la motoneige jusqu'au mois de mai. Puis début mai, là. C'est sûr que moi, je reste loin dans le bois, vous allez me dire, là, mais ça reste que le 20 mai, on se met, puis on savait qu'on ferait du foin dans le coin du 10 de juin, mais là, on regarde le temps, puis c'est là que c'est prêt à semer, mais il fait pas encore assez chaud. Là, on sème tout de suite, on est-tu pressé, on est-tu trop pressé? Fait que là, il faut comme tu fasses une gestion de tes émotions. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, en 2017. Ça fait pas longtemps. On n'en parlait justement pas. On n'en parlait justement pas. Là, Fait que je te dirais, le plus gros changement qu'on a à vivre depuis que je suis arrivé en agriculture, moi, c'est la gestion de risque. Puis ça va être encore pire, je pense, pour le futur de les futurs agriculteurs, les futurs entrepreneurs agricoles. Là, ça va être... C'est pour ça qu'aujourd'hui, que je me décris comme un entrepreneur agricole parce qu'il faut que je fasse une gestion de risque hors du commun. Il n'y a pas un entrepreneur dans tous les domaines qui connaît une gestion de risque autant que la nôtre. Ben oui. S'il y a bien affaire qu'on ne contrôle pas, c'est mère nature. Effectivement. Puis, tu me parlais de l'avenir, dans le fond, qui va avoir autant, sinon plus, de défis. Ouais. Mais pour toi, comment tu entrevois ça, dans le fond? Autant au niveau, soit des agrandissements, tu parlais tout le temps qu'on investit un peu tout le temps là-dedans, mais à tout azimut. Là. Ça va être mettons, moi, je vais parler, mettons, pour mon entreprise, mais je vais parler pour les autres entreprises aussi, je pense. Là. Puis ce message, peut-être que je le lance, parce que je viens d'en faire un gros investissement, et je m'en cache pas, pratiquement 3 millions, 2,85 millions exactement. Ça va être une gestion intelligente des investissements. Paye-toi pas du gros luxe pour te payer du gros luxe puis paraître beau. Là. Les gros tracteurs, puis l'étape qui flash partout jusque dans le ciel. Tiens-toi au strict minimum. Ce qui est rentable, c'est ce que tu vas faire dans ta production laitière, dans ta production que tu connais aussi. T'sais. Moi, je parle beaucoup de production laitière et céréalière, mais il y a le maraîcher, il y a tout... Fait qu'il faut que tout le monde pense à leurs investissements. Qu'est-ce qui est le plus rentable dans ce que je vais faire dans mon investissement? Chaque chose que tu vas acheter, il faut que tu te poses la question, ça vaut-tu la peine? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est pour mon œil ou l'œil des autres? Est-ce que c'est pour l'œil des autres? Ou ça va vraiment servir à mes animaux ou à mon entreprise? Ouais. C'est beaucoup ça qu'on se pose comme question. On recule de 15 ans, parce là, on parle à bien, mais on recule de 15 ans. Tu pouvais te le permettre, le petit luxe. Tu pouvais te le permettre de dire je vais mettre le toit rouge parce que c'est beau un toit rouge. Moi, j'ai pris de la tôle galvanisée parce que c'était 4 piastres de moins cher à la feuille. Puis les feuilles, j'en ai 400 feuilles. Puis on dit, voilà 10-15 ans, puis tu sais, restons dans ce moment-là, parce qu'en fait, on va parler peut-être un peu plus de tes parents. Ouais. La transition, comment ça s'est passé avec les parents? Je serais curieux de savoir, est-ce qu'ils sont encore impliqués dans mes parents dans la sont impliqués à 100% dans l'entreprise. Là. Puis moi, l'autre défi, je sais pas pourquoi on a décidé ça, pas qu'on a décidé ça, mais l'opportunité qui s'est présentée, c'est que mes 2 sœurs sont revenues sur l'entreprise agricole l'année dernière. T'sais. Ils ont fini leurs études, chacune en, on va dire, grosso modo 2021, puis l'autre a dû finir en 2018, à peu près, 2019. Ils ont chacun travaillé de leur côté dans des domaines différents. Une en financement hypothécaire, puis l'autre en soins animaliers. Fait que c'est des domaines semblables, mais différents en même temps que l'agriculture. Puis, donc, présentement, vous êtes 3? On est 3 enfants. Moi, je suis l'unique propriétaire en ce moment avec mes parents. Mais moi, j'ai 30% des parts. Mon père a 50, ma mère a 20, pour un total de 100. Puis, il n'a pas encore été question de savoir... moi, quand mes soeurs sont arrivées, je ne vous ai pas question, écoute,
tu veux juste travailler ou bien est-ce que tu veux être impliqué dans la gestion, etc. Fait que, grosso modo, ils m'ont dit non, pour l'instant, on veut juste être employé, puis on verra peut-être pour plus tard, là, c'est juste un essai. Puis écoute, ça vraiment très satisfait. Là, c'est devenu des piliers, moi le dire. C'est devenu des piliers dans l'entreprise. Chacun a le petit domaine, leur force. Chacun a leur force. Il y en a une qui c'est plus les champs, les tracteurs. Elle est bonne aussi là, dans ce qui est des animaux. Puis l'autre, elle, c'est plus vraiment la gestion de la paperasse et toutes ces affaires-là. Moi, c'est mon gros point faible, la paperasse. Je suis pas capable, ça me pue au nez, la paperasse. Fait que ça veut dire que la transition, c'est bien fait dans chacune des responsabilités des trois. Ma mère s'occupe encore de la comptabilité, puis mon père, lui, je le dis amicalement, c'est comme un joker. Il fait de tout, puis il est heureux dans tout ce qu'il fait, puis fait qu'on peut le placer n'importe où, puis il est bon dans tout, puis un peu comme moi. Moi, je suis comme la tête un peu en haut avec mon père, on regarde tout, puis on décide un peu tout avec tout le monde, mais il y a tout le temps un consensus. Il y a jamais, genre, c'est papi, Tu sais, mes soeurs vont jamais dire c'est papa puis Alexandre qui ont décidé ça. Il y a tout le temps, on a décidé ça. Fait que, la transition, mes parents sont jeunes. Mon père a 55 ans, puis je n'ai 27. Ma mère a 51, 52. Ouais, 52 ans. Fait que ça, on est jeunes encore, puis on a encore pour 10 ans en affaires ensemble. Puis comme j'ai cru comprendre aussi, la transition s'est faite naturellement dans le temps aussi, là, parce que tu sortais des études, ça comme l'opportunité était là. Tout s'est matché. Ouais, c'est ça. Tout s'est matché. Mon père, quand on réfléchit des projets, des fois, sans qu'on se parle, on jase avec des intervenants, puis ils se rendent compte que, voyons, vous êtes super avant? Non, c'est juste le lien d'entreprise est là, le lien familial est là, puis on a la même vision de l'entreprise pour les prochaines années, t'sais. Là, on le sait qu'il faut être tranquille pour quelques années, que l'investissement qu'on a fait là, faut apprivoiser nos nouveaux investissements. Fait qu'on va se tenir tranquille au niveau des agrandissements du secteur laitier. Puis s'il y a des opportunités pour d'autres choses, ben nous autres, on est des gens ouverts, puis on aime ça être ouvert à des opportunités. Ouais. Puis continuons là-dessus. Pour l'avenir, comment tu vois ça? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles choses? Comme tu disais, là, au niveau des investissements, vous allez vous tenir un peu plus tranquille. Mais comment vois-tu les 5, 6, 7 prochaines années? Mettons, on parle de mon entreprise, chez nous. Ben, tu sais, on va être à l'affût des opportunités. Ça peut, s'il y a des terres agricoles, c'est sûr que nous autres, on va arriver à un stade à m'amener que si on veut agrandir le secteur laitier, ben on va peut-être être à côté un petit peu. Fait qu'on va surveiller les bonnes opportunités. On a toujours eu un petit peu de flair. Fait qu'on va être aux aguets, mais notre vision dans 5 ans, c'est d'être optimal dans ce qu'on fait puis d'être les meilleurs dans ce qu'on fait. Au niveau de la qualité du lait, puis au niveau de la production laitière, dans une race que c'est souvent la production laitière, c'est la race Hershire, nos vaches laitières. C'est une race qui est peu commune parce que, dans le fond, ce qu'on connaît, c'est la noire et blanche, la Holstein. Mais nous autres, on est reconnus quand même au niveau canadien, on est les 6e meilleurs. On a la 6e meilleure génétique au niveau de notre troupeau. Fait que ce qu'on veut, c'est développer cette génétique-là, la vendre aussi, l'exploiter. Ben, exploiter, c'est un grand mot. C'est de faire des croisements génétiques puis vendre des animaux pour la génétique. On veut développer ces petits à côté-là dans l'entreprise. Puis si mes sœurs ils viennent un jour, ce que eux autres, ils nous font part qu'ils souhaitent s'impliquer plus au niveau vraiment d'être propriétaire, ben on va s'asseoir avec la gang puis on va regarder tout ça. Fait que c'est ça, on va y aller étape par étape. Ouais. Génial. Pour terminer, je te laisse le mot de la fin. En fait, je te poserai la simple et bonne question. Pour toi, qu'est-ce que ça change d'être membre de la coopérative? C'est d'être fier. Parce que être membre de cette coopérative-là, c'est avant tout être fier de ce que fabrique Nutrinor, de ce que fait Nutrinor. C'est la fierté que j'en dégage de dire que je suis membre de Nutrinor parce qu'on démontre que les investissements qu'ils ont faits en se diversifiant ont été rentables pour Nutrinor et pour leurs membres aussi, t'sais. Fait que c'est ça, c'est d'avoir un service de proximité aussi. Nous autres, on se compte chanceux en Normandie, on a la meunerie, on a un BMR à Normandin. Mais c'est pas parce que tu es à Dolbeau, que tu es à Albanel ou que tu es à Saint-Félicien que tu vas avoir moins de services parce que tu es dans ces secteurs-là. Alors, M. Alexandre Bernier de la ferme des Mésanges de Normandin, merci d'avoir participé. Merci à vous autres de l'invitation, ça fait un plaisir. C'est ce qui termine notre émission sur nos racines agricoles. Dans le prochain et dernier épisode de Racines et récoltes, j'aurai le plaisir d'accueillir Michael Normand, chef de la direction de Nutrinor, qui nous parlera de l'évolution de la coopérative à travers les années, des priorités à venir et du futur. À bientôt!
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.